À toi. Merci Loïc, et bonjour à tous. Je vais donc essayer de vous parler d'un gros projet, OpenStreetMap, qui existe déjà depuis de nombreuses années, 2004 maintenant, dans lequel je m'investis depuis 2012 à titre bénévole. Je suis là aujourd'hui au titre du mandat de porte-parole que j'ai reçu du conseil d'administration de l'association OpenStreetMap France, qui me permet de la représenter aujourd'hui. Et l'expérience que je vais vous livrer et les idées, la vision qu'on a est complétée par mon parcours professionnel puisque j'ai été diplômé en 2014 d'une école d'ingénieur, je suis ingénieur télécom et je travaille maintenant chez un éditeur logiciel, DC Brain, qui édite des logiciels d'optimisation et de conduite de réseau. Donc c'est véritablement quelque chose un regard croisé que je porte aujourd'hui sur tout ça. Sur la collecte de données, sur la sémantique et la cartographie. Et donc, ça va être le sujet aujourd'hui avec la manière dont on cartographie les infrastructures sur OpenStreetMap. J'aimerais commencer par une question. Qui connaît OpenStreetMap dans la salle? Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Super. Et qui a déjà contribué sur OpenStreetMap? On en perd un peu. On en perd un peu. Très bien. Alors, la présentation d'aujourd'hui, elle va être nécessairement, elle est orientée technique, mais je vais vous proposer une radiographie aussi de la communauté, de notre fonctionnement, pour que vous compreniez bien quand même de quoi il s'agit. Alors, quand on parle d'infrastructures, déjà, c'est quand même souvent des infrastructures visibles, des éléments qu'on pratique tous les jours, qu'on voit et qui occupent l'espace public. Donc que ce soit le sujet des armoires de rue, des antennes, du génie civil, etc., ça c'est toujours des choses qu'on voit, que le commun des mortels peut observer. Il y a également, aujourd'hui, on est dans un contexte où les infrastructures se modernisent, elles se déploient, notamment dans les réseaux télécoms, donc il y a de nombreux travaux. C'est un instant privilégié, normalement, le déploiement pour capter de l'information, en particulier sur les réseaux souterrains, puisque par définition, ils sont enterrés, on ne les voit pas. Et c'est des infrastructures qui sont pourtant essentielles et de plus en plus présentes, puisqu'aujourd'hui, on enterre nos réseaux. On les met pas sur des poteaux, normalement. Donc, les travaux sont véritablement les moments les plus privilégiés au moment desquels on peut capter l'information et la teneur de l'infrastructure. Donc, évidemment, pour une communauté de tiers et d'indépendants et de bénévoles qui cartographient, entre autres, les réseaux, c'est des moments privilégiés. Il faut aussi dire que parmi tout ça, et on l'a observé ce matin dans les différentes contributions, l'information aujourd'hui, elle est foisonnante et elle est désorganisée. Elle est foisonnante parce que déjà il y en a partout. On en a chez tous les acteurs. On a déjà la dualité entre exploitants et propriétaires. Il n'y a déjà pas les mêmes infos. Je vous rajouterai à ça le bruit de votre point de vue qui peut exister sur des forums, sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc., sur lesquels on capte également de l'information. Ça peut aller de la position des points fonctionnels, des nouveaux réseaux fibre optique qui sont déployés. Les déployeurs aiment beaucoup communiquer sur Twitter pour indiquer là où ils posent les nœuds de raccordement. Par contre, pour avoir un fichier de mise à disposition des NRO, ça vous pouvez toujours courir, ça n'existe pas. Donc ça, c'est aussi une source qu'on doit considérer. Et si vous me passez l'expression, aujourd'hui, c'est quand même un peu le bazar, de mon point de vue, qui collecte toute cette information, qui cherche à en faire quelque chose, qui cherche à ne pas la perdre. Le constat de base, c'est qu'il y en a vraiment partout. Et pour relever des défis aussi nombreux que la ville intelligente, la maintenance, la pérennité et l'augmentation de nos infrastructures, on va avoir besoin de ces informations. Vous y couperez pas. Les problèmes de qualité qu'on a aujourd'hui, ça ne fait que commencer. Les macro-problèmes d'échange de données entre exploitants et propriétaires, c'est un problème qu'il va falloir vite résoudre parce que si on n'est pas capable de le dépasser, de l'intelligence artificielle et de la ville intelligente, mais on n'en aura pas. On n'accédera pas à toutes ces innovations. Et pour avoir besoin d'efficacité, il faut des plateformes. On a besoin de beaucoup de plateformes, plein de plateformes différentes pour répondre à plein de besoins, mutualiser nos efforts et être capable de faire quelque chose qui ait du sens et qui soit pérenne. Donc OpenStreetMap, c'est une plateforme
C'en est une parmi tant d'autres. On n'a pas du tout vocation à truster ou doublonner ou quoi que ce soit d'autre. On propose des solutions, c'est tout ce que nous faisons. On le fait de manière indépendante et je pense qu'aujourd'hui ça peut avoir un intérêt pour vous et vos services. Donc si on regarde un peu qu'est-ce que c'est que cet objet OpenStreetMap, c'est une base de données. Si vous croyez que c'est une carte, c'est une vue de l'esprit. OpenStreetMap, c'est une base de données topologique. C'est pas un système. Alors, ça peut contribuer à faire des systèmes d'information géographique. Ce n'est pas un système d'information géographique à proprement parler. C'est une base de données topologique. C'est super important. On va voir pourquoi dans tout ce qui suit. Et ça a été créé en 2004 par quelqu'un qui s'appelle Steve Cost, qui était ingénieur chez Bing Maps, qui s'est dit que l'information géographique allait devenir un sujet stratégique et prioritaire dans les prochaines années, et qu'il n'était absolument pas question de laisser ça entre les mains de quelques acteurs privés, aussi bienveillants soient-ils, parce que le but de ces acteurs privés était de faire du profit, alors qu'il y avait beaucoup plus à gagner à partager l'information géographique que d'en faire un simple profit, des simples outils de profit comme on peut aussi en voir et comme il en existe. Donc en 2004, vous vous rappelez, on avait Mappy, on n'avait pas encore le géoportail, je crois pas, où ça venait de commencer. C'était balbutiant. Google Maps venait d'arriver. On avait bien évidemment la carte papier IGN, mais ça n'avait rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Waze et tous ces autres services-là, pour ne parler que de la partie émergée de l'iceberg, n'existaient pas. Donc il a fallu une certaine dose de vision pour arriver à proposer quelque chose comme ça qu'on utilise aujourd'hui massivement, parce qu'en fait le point d'étape de ça, techniquement, le socle technique n'a pas beaucoup évolué depuis 2009. C'est un gage de stabilité et de pérennité qui est quand même important, puisqu'aujourd'hui les choses sont souvent, il faut s'en accommoder. Le facteur stabilité est important. Et là, sur le socle logiciel central, le cœur du système n'a pas changé depuis 2009. C'est le premier point. Après, bon, il y a d'autres jalons, notamment le 5 millionième contributeur. La communauté donc se compose de bénévoles, à l'image de ce que fait Wikipédia. Et la barre des 5 millions a été passée en 2008. On vient de passer la barre des 6 millions. Et donc ça croît. La promesse de cette base de données, c'est qu'en stockant très très peu de types d'objets différents, c'est les quatre éléments là que je vous mets, le point, la zone, le chemin et la relation, on arrive à tout faire. On arrive à tout décrire sur le même pied d'égalité. Ça c'est super important, donc c'est-à-dire qu'avec un modèle attributaire suffisamment robuste, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est aussi, ça fait écho à tous les standards qu'on nous présente. Beaucoup de standards, vous voyez que la sémantique en fait est hyper importante. On n'en parle pas forcément, mais il faut s'en occuper, puisque là, avec si peu de primitives, on est obligé de venir qualifier ça avec des tags. Alors, ça, je pense que c'est le principe de base sans problème. Et pour ensuite permettre la consommation de ces données par des tiers, pour proposer différents services. Par exemple, le rendu cartographique. Ça, c'est la carte glissante que tout le monde connaît, que tout le monde pratique, pas de problème là-dessus. Mais aussi le routage et le géocodage, qui dans on va dire des activités d'études, des activités techniques, c'est super important. Vos bureaux d'études, hormis le fait de reporter des réseaux à la règle, comme on l'a vu tout à l'heure, j'espère que ça va changer avec StarDT évidemment, mais la problématique que peuvent avoir les bureaux d'études, c'est bien de faire ce routage et de faire ce géocodage, savoir où on se trouve et savoir où on va. C'est quand même un peu le but. Donc voilà en quoi consiste OpenStreetMap. C'est véritablement c'est ça la promesse. Il y a un point aussi qui n'apparaît pas, c'est que le modèle attributaire en fait est utilisable au même titre que les données. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait en termes de sémantique peut être réutilisé sans les données. Donc tous les problèmes qu'on peut régler sur les réseaux électriques, les réseaux d'eau, toutes ces choses-là, on peut s'en inspirer, on peut largement le réutiliser. Et on peut aussi comprendre que s'agissant d'un standard de fait mondial, la communauté utilise les mêmes attributs partout dans le monde, ça a quand même une certaine force. Et il y a même certains attributs définis pour OpenStreetMap qui sont repris dans le cadre de modèles de données et de standardisation de modèles de données. Je pense notamment à un champ particulier qui est celui des horaires, donc, oui. opening hours, notamment les horaires d'ouverture de services publics,
où là, ce qui a été défini pour OpenStreetMap, pour définir les horaires d'ouverture, est repris dans pas mal de standards autour de modèles de données. Voilà. Alors, comment ça s'organise? OpenStreetMap, c'est d'abord une fondation de droit britannique qui détient la marque et qui ne détient pas les données. Les données, elles sont sous licence Open Database License qui garantit, on va dire, une certaine indépendance. On ne peut pas acheter OpenStreetMap, ça n'est pas possible. Vous trouverez des gens qui vous le vendront, mais vous pourrez payer pour ça si vous le souhaitez, mais ça n'a pas de sens. On ne peut pas acheter les données. Ça veut dire que les contributions qui sont faites aujourd'hui, à la différence d'autres systèmes qui exploitent également des démarches collaboratives, on ne peut pas vraiment les acheter. On ne peut pas en réduire la portée, puisque c'est répliqué, c'est diffusé, et surtout, c'est sous une certaine licence. La licence est super importante. Et après, donc le projet est organisé en termes de gouvernance. On a donc la fondation en Angleterre, et puis on a des chapitres locaux. Donc les chapitres locaux, c'est bien souvent des associations, comme OpenStreetMap France, qui relaient la présence de la fondation dans le pays dans lequel ils sont implantés. Donc c'est ce que vous voyez, les drapeaux en couleur sont les pays dans lesquels on a des chapitres locaux, majoritairement en Europe aujourd'hui. Et c'est pas anodin. C'est effectivement un caractère qui n'échappe pas à l'œil du lecteur. C'est majoritairement européen aujourd'hui, mais on a des groupes locaux partout dans le monde. On a donc, vous le voyez, sur les 5 continents, on a des groupes qui se sont constitués. Il en manque en Afrique d'ailleurs, je me suis aperçu que j'en ai oublié parce qu'il y en a même de plus en plus. Donc on a énormément de groupes locaux et finalement de présence. Vous imaginez bien qu'avec 6 millions de contributeurs, c'est quelque chose qui se représente et qui s'organise véritablement partout. De manière transverse, la fondation a différents, ce qu'on appelle des working groups, donc des groupes de travail, qui organisent véritablement toute la vie du projet. Ils sont tous importants évidemment. Il y en a un qui est très important pour la veille, c'est le Licensing Working Group qui gère le respect de la licence. Vous comprenez, quand vous avez une organisation comme celle-ci avec des données et une communauté et surtout des réutilisateurs, il faut gérer la manière dont les réutilisateurs se comportent. Pas toujours de la bonne façon. Il faut les rappeler à l'ordre. Il faut faire régner la vérité de la licence en quelque sorte. Vous avez d'autres groupes qui constituent la maintenance technique, la maintenance des plateformes, la communication, pour permettre à la communauté d'exploiter donc un modèle sémantique et contribuer de manière responsable et agréable sur une base de données qui est réutilisée par des consommateurs qui sont de plus en plus nombreux. Donc voilà comment ça s'organise. Ce slide, il est orienté pour vous faire comprendre que finalement, c'est des gens, et c'est quelque chose qui est très organisé tout de même, bien que mondial et bien que parfois manque de ressources et de temps, certes, mais on a une organisation à ce niveau-là pour gérer la vie du projet. Je rajouterais également que sur la communauté, c'est à la fois tout le monde et personne. C'est vous, c'est moi, c'est les gens dans la rue. La communauté, on ne peut pas l'opposer, par exemple, aux professionnels. Dans ce que je m'apprête à vous présenter en termes de cas d'usage, on ne peut pas dire que la communauté soit à l'opposé des professionnels qui, eux, maintiennent leur base de données, métiers. Ils ont raison de le faire d'ailleurs. Dans la communauté, il y a des professionnels. On le sait. C'est d'ailleurs comme ça c'est ce qui fait sa valeur. C'est que les professionnels apportent aussi leur vision et leur sensibilité pour permettre de construire quelque chose d'intéressant. Donc ça veut dire que derrière, ce qui est construit tient aussi compte de ce qui se fait en termes d'état de l'art et de réalité. Alors, quelques chiffres aussi sur la volumétrie des utilisateurs. Je rentre un peu dans le détail, on va y passer quelques minutes. Vous voyez que le nombre d'utilisateurs, la courbe en rouge, elle croît. Et elle croît de manière constante. Ça veut dire que les gens s'investissent de plus en plus et constamment dans des projets comme ceux-ci, des projets qui, en tout cas, paraissent avoir du sens. Et ça se fait majoritairement la semaine. Quand on regarde le taux de contribution quotidien, ça se fait surtout la semaine. C'est le deuxième graphe. Vous voyez qu'au milieu, donc c'est vraiment les jours ouvrés, travaillés, et le week-end, ça baisse un petit peu. Bon, on perd quand même, un tiers des membres actifs. On a plus d'un tiers des membres actifs la semaine que le week-end.
Et après, bon bah c'est donc 6 millions de membres, hein, on a dépassé le 6 millions de contributeurs. Ils contribuent pas tous. Sur les 30 derniers jours, il y en a 40 000 qui ont contribué. Vous comprenez? Tout le monde ne contribue pas au même rythme, c'est normal. Certaines personnes peuvent créer un compte, contribuer une fois et s'arrêter, alors que d'autres, ça peut durer plusieurs années. Donc voilà, c'est les chiffres qu'il faut avoir en tête, hein. C'est une communauté qui respire. Voilà. En termes de placement géographique, la communauté française en fait est au 3e rang mondial en termes de contribution, derrière l'Allemagne en premier rang et les États-Unis au 2e rang. Ce qui montre bien d'ailleurs que le projet n'est pas que européen. Il est éventuellement occidental, mais même ça c'est de moins en moins vrai puisque les pays d'Asie commencent à monter dessus énormément et l'Afrique également bâtit beaucoup de choses sur OpenStreetMap en ayant l'avantage en fait de ne pas avoir d'historique. Donc la plateforme leur permet de monter des cas d'usage de rien et on ne peut que s'en féliciter d'ailleurs puisque c'est bien là que réside l'utilité du projet. En France, plus particulièrement, donc cette communauté ne déroge pas à la règle que je vous ai exposée. La contribution se fait bien la semaine, même en France, avec 265 membres actifs par jour pour environ 50 000 nœuds créés sur une journée. Donc ça, le nombre de nœuds créés, c'est important. Vous vous rappelez sur les primitives que je vous ai exposées. Puisque c'est une base topologique, je vais pas passer beaucoup de temps dessus, mais il n'y a que le nœud qui porte l'information géographique. Le polygone, c'est un assemblage de nœuds. Le chemin, c'est un assemblage de nœuds. Donc finalement, ce qui compte vraiment, c'est le nombre de nœuds posés par la communauté, les points. Après, les tags, les attributs, etc., ça c'est en plus. Mais ce qu'on veut, c'est récupérer déjà de la géométrie, pour après faire des choses avec. Voilà pour ça. Et les cas d'usage qu'on recense sur la contribution de cette communauté. Donc on retrouve les trois cas d'usage que je vous ai expliqués au début. Et ça s'applique en premier lieu dans la cartographie routière, puisque c'était la promesse de base. On va créer un plan des rues, une cartographie routière ouverte. Donc évidemment qu'aujourd'hui dans la mobilité, ça prend tout son sens. Et ça prend d'autant plus de sens que finalement, quand on apprend que dans le pays, on ne sait pas où sont nos ponts, il y a forcément une question à se poser sur l'exhaustivité de la cartographie routière. Ça c'est issu du rapport sénatorial qui est sorti en juillet dernier, suite à la catastrophe italienne. Et on se rend compte que finalement sous le nombre d'exploitants se cache le manque d'exhaustivité et de cohérence en fait de la connaissance de nos infrastructures. Donc ça a évidemment du sens. C'est également la gestion de crise. La gestion de crise, c'est quelque chose pour lesquels il faut se tenir prêt. C'est pas quelque chose qui se décrète en fait. Hein. On peut préparer des plans, on peut faire des choses, mais sur le moment, il faut avoir des outils. Et OpenStreetMap est très très utilisé sur des scènes de catastrophes naturelles. Ça a été le cas notamment. Le premier coup d'éclat, c'était le séisme d'Haïti, où là, il n'y avait pas de carte. Il y avait très peu de cartographie, il n'y avait pas de cadastre, il n'y avait rien du tout. Donc les secours, il fallait bien les amener au lieu de sinistres. Et donc la communauté s'est saisie du sujet et a proposé une carte d'Haïti en très peu de temps. Et ça a été vraiment la révélation parce qu'on s'est aperçu que finalement, à distance, les gens pouvaient contribuer et apporter une connaissance du terrain, bon, là, qui était meilleure que ce que connaissaient les locaux, mais qui surtout pouvait appuyer les secours. Lors du séisme au Népal aussi, on a cartographié des lignes électriques dans les vallées pour éviter que les hélicoptères en fait se pannent dedans. Ça a été tous ces sujets-là. Donc on s'aperçoit que finalement la connaissance de l'infrastructure c'est aussi important et pas que pour les exploitants et pas que pour déployer des réseaux. C'est aussi pour éviter des suraccidents, pour éviter plein d'autres choses. Sur des sujets plus légers, évidemment, c'est utilisé pour le tourisme et la randonnée. Hein. On a aussi un sujet sur la connaissance des itinéraires de randonnée. Donc là, c'est aussi l'occasion d'en tracer une partie, de tracer l'histoire des dispositifs de communication, de signalétique, et enfin, pour les cas d'usage là qui nous intéressent aujourd'hui, pour l'industrie et la ville intelligente. C'est très important parce que d'ailleurs, Jean-Luc l'a très bien dit tout à l'heure. Les référentiels doivent s'interconnecter. On ne peut plus travailler en silo. C'est nécessaire en fait de pouvoir tout mettre sur le même pied d'égalité pour le comparer et pour en comprendre les interactions. Quand votre canalisation elle passe sous la route, vous avez bien besoin de savoir
comment la route vieillit, si elle est en zone de montagne ou pas, comment elle se déplace, comment, etc. Et ça, c'est bien parce qu'il y a une route, c'est pas parce qu'il y a une conduite d'eau. Donc, enfin, c'est les deux. Mais du coup, il faut les mettre ensemble. Et c'est bien le sujet ici. OpenStreetMap, c'est un membre fondateur de la BAN que vous connaissez certainement, la base d'adresse nationale. Quelque chose qui a été long à mettre en œuvre, qui aujourd'hui existe, sous l'impulsion finale d'Édouard Philippe, hein, qui a demandé à ce que la DINSIC, à l'époque, mette en place une nouvelle gouvernance pour que ce soit disponible en licence ouverte dès le 1er janvier 2020. C'est maintenant le cas. Dommage que Jérôme ne soit pas là pour vous en parler après, parce que c'est un sujet véritablement à part entière. Ça pose des problèmes sur le déploiement même de la fibre, hein, puisque les déployeurs ont choisi l'adresse comme vecteur d'échange des commandes. Donc c'est-à-dire que si vous n'avez pas d'adresse, vous ne pouvez pas vous abonner à la fibre. Sur un sujet aussi ponctuel que ça puisse paraître, l'adresse est très importante. Et là aussi, OpenStreetMap a une part du travail à proposer, puisque on peut tout à fait consolider l'information d'adresse dans notre base de données. Je vous l'ai dit, la promesse donc de base et les solutions qu'on souhaite apporter, elles contribuent à casser des silos pour être efficaces, comme je le disais tout à l'heure. C'est véritablement la nécessité, parce que quand on entend des retours, hein, comme on a entendu aujourd'hui, c'était extrêmement illustratif et révélateur, beaucoup de collectivités ont fait leur extension de RAEPA, leur extension de tel modèle de données, parce que ça ne répondait pas à leurs besoins, donc c'est une démarche naturelle et normale, même saine d'ailleurs, c'est très sain d'avoir fait ça. Le défaut, c'est que ça a été fait en silo, chacun a fait son truc. Il fallait peut-être penser à échanger, parce que à 10 000 acteurs dans le domaine de la distribution d'eau, on ne va pas pouvoir régler 10 000 fois la même question. Alors, je sais que les 10 000 acteurs ne font pas le travail de modélisation des données, etc., bien évidemment, mais on ne peut pas se le permettre. Je crois qu'on a d'autres choses à faire, d'autres choses beaucoup plus importantes à faire. Donc il faut casser ces silos et accepter d'aller à la rencontre des autres acteurs et construire quelque chose de commun. Pour ça, ça c'est la vue de l'esprit, hein. C'est facile de faire des dessins et de venir vous les montrer en plus après, d'être content en plus de les avoir faits. Super, j'ai fait des dessins. Par contre, c'est un truc pour moi qui a énormément de sens, parce que aujourd'hui c'est pas exploité. Aujourd'hui, vous avez le monde de gauche qui concentre les bureaux d'études et les exploitants. On peut dire que vous en faites partie aussi, qui utilise donc des informations tout de même très structurées, avec une communauté de professionnels investis, qui délivre plein de choses, avec un standard, un modèle métier, des contrôles qualité, plein d'intervenants, plein de solutions pour gérer la donnée. Mais à droite, vous avez aussi le monde des contributeurs et des crowdsourcing, et des gens qui sont contents en fait de rendre service, et qui eux aussi s'organisent en fait. C'est pas que le bénévolat, c'est aussi un monde de solutions dans lequel vous retrouvez OpenStreetMap avec pareil, son standard, ses modèles attributaires, ses indicateurs de qualité, ses logiciels pour faire ce contrôle et organiser la contribution. Donc ces deux mondes-là, il faut les interconnecter. Il faut arriver à le faire de manière très intelligente. Je ne parle pas de dire maintenant, allez, on arrête d'être administrateur SIG et on laisse ça aux gens qui vont très bien s'en occuper eux-mêmes. Pas du tout. Il faut bâtir cette passerelle dans les deux directions, donc via les données ouvertes d'un côté pour restituer ce que les professionnels font aux citoyens, ça c'est très important, et aussi capter de l'information, comme je le disais tout à l'heure, là où il y en a et il ne faut pas la perdre, donc de la part des citoyens, être capable de ramener, sous l'effet évident d'un filtre et d'un contrôle qualité extrêmement solide, pour aller alimenter les référentiels et constituer de la donnée là où il n'y en a pas. Aujourd'hui, on a des sujets où le monde de droite a plus de données que le monde de gauche. Il ne faut pas l'oublier. Donc ça c'est quelque chose qui est le retour comme ça vers les professionnels est également important, et au bénéfice premier des professionnels en question. C'est vraiment. Je vous montre ça juste après. Alors, pour le faire, parce que ça va pas se faire du jour au lendemain, on en est très conscient, et dans la thématique très particulière de l'infrastructure et des réseaux d'utilité, il nous faut une modélisation absolument cohérente. Donc les fameux silos dont on parlait tout à l'heure, on les voit là.
si tant est qu'il n'y en ait que 3, hein, il y en a bien plus. Nous, on traite principalement alors de l'infrastructure support, les armoires de rue, les poteaux, le bornage, etc., tout ce qui peut exister. Et puis, on vient le décliner sur les 3 thématiques, l'énergie, les télécoms et l'hydraulique, qui, je crois, sont les domaines de prédilection de la FNCCR, comme par hasard. L'éclairage public dans l'énergie, c'est vrai. Je l'ai pas mis, mais c'est vrai, c'est vrai. Bon. Oui. C'est de la luminosité, l'éclairage public, c'est pas de l'énergie. Ça ne fait que consommer de l'énergie, comme les télécoms, comme l'hydraulique. Voilà. Oui, c'est vrai. Non, pas de souci. Et notamment sur Star Elec, je voulais relancer Alexis là-dessus, mais c'est vrai que on a tendance à inclure l'éclairage public du côté de l'énergie et des réseaux électriques, on va dire. Or, je pense qu'il a parlé d'un besoin en termes de modèle de données du côté de la description des réseaux d'éclairage public. Je pense qu'à côté de Star Elec, il y aurait peut-être besoin d'avoir un Star EP qui traite spécifiquement du modèle de données applicable à l'éclairage public. Tout à fait. Et le dernier point, qui est pas des moins importants, c'est la codification et la capacité en fait à aller lier avec d'autres référentiels. C'est pas, comment dire, nous on n'a évidemment pas vocation à créer un silo supplémentaire. On va pas vous dire enlevez les données en fait de vos référentiels, venez les mettre chez nous. C'est pas du tout la question. Nous, ce qu'on veut, c'est faire des passerelles et être capable de compléter, de comparer, d'offrir un élément de comparaison. Et pour ça, la codification métier existante, elle est hyper importante. Ce qu'il faut également savoir sur l'établissement de ce modèle attributaire, c'est que la communauté s'auto-saisit des différentes thématiques à adresser, puisqu'elle édite en fait des documents qui viennent préciser la manière dont on pense pouvoir qualifier tel ou tel objet, à l'image de ce qui a été présenté par l'AST ou par StarDT, de la même manière. Et ensuite, ces documents descriptifs sont votés, donc il y a un consensus collectif qui s'inscrit souvent au niveau mondial pour décrire tous ces objets. Et ensuite, une fois adoptés, les attributs en question sont propagés dans les éditeurs, dans tous les logiciels de l'écosystème, pour permettre de les représenter, de les utiliser. Et donc ça veut dire que chacun des points qui restent à adresser sur ce slide vont être prochainement traités dans les mois qui viennent, pour avoir à notre disposition un modèle commun et cohérent autant que faire se peut. Ce que je voulais souligner aussi sur la teneur en fait des données avec lesquelles nous travaillons, ce sont évidemment des données qui sont produites au travers de contributions libres et spontanées. À ce titre, nous n'avons pas du tout ni la volonté ni l'ambition de remplacer des dispositifs comme DT, DICT. Les données OpenStreetMap ne peuvent pas servir à planifier des travaux et à ne pas endommager les infrastructures existantes. Donc s'il vous plaît, ne réalisez pas de travaux, ne faites pas de planification de ce genre avec des données OpenStreetMap, en tout cas avec d'autres données que celles que pourraient vous transmettre les exploitants eux-mêmes au travers des processus existants que nous ne remplacerons jamais. Ce qu'on voulait vous montrer également aujourd'hui dans cette présentation, c'est la manière dont on peut utiliser les données OpenStreetMap pour enrichir des jeux de données existants et plus précisément le PCRS. Alors l'ambition n'est pas du tout non plus de remplacer quoi que ce soit, les données existantes, etc., mais uniquement d'enrichir et de rendre comparables, ce qui veut dire qu'on doit préalablement étudier le recouvrement entre les modèles attributaires d'OpenStreetMap et ceux du PCRS, d'Inspire et de StarDT, dans le but de pouvoir donc les comparer. Ce que je vous montre ici, c'est qu'on a ce fameux modèle attributaire descend dans des détails aussi fins que la description des armoires de rue et de l'espace public, avec des propriétés comme la hauteur, la largeur, le modèle d'armoire, etc. Et qu'on peut tout à fait envisager une correspondance entre les modèles utilisés par les professionnels et ceux d'OpenStreetMap. Alors, à noter aussi que dans les motivations qui nous animent, on ne va toujours pas produire des réponses conformes à StarDT à l'aide de données OSM. C'est pas le but, parce que là ça posera évidemment d'autres problèmes, comme je vous l'expliquais juste avant. Simplement, l'objet de l'étude que j'ai menée, c'est de regarder la sémantique des deux modèles, de voir quels étaient les avantages de l'un ou de l'autre, et dans quelle mesure on pouvait les mettre en correspondance.
C'est une simple comparaison sémantique. Normalement, et nous ne prévoyons pas de produire les outils qui permettraient de se conformer à StarDT avec des données OpenStreetMap. Ça n'est pas l'objet. Simplement, vous serez peut-être à même de compléter vos propres bases de données avec des données OpenStreetMap, et à ce titre, vous devrez faire le travail de mise en correspondance que j'ai amorcé ici. Alors si on regarde un petit peu dans les détails le modèle sémantique de StarDT que vous avez là à l'écran, où je montre, c'est pas la peine d'essayer de lire les encarts, c'est pas fait pour être lu, c'est simplement pour avoir une idée globale de la teneur du modèle et de ce qu'on est capable aujourd'hui de mettre en correspondance avec OpenStreetMap. Donc en gris et les bulles, les liens, vous avez StarDT. C'est vraiment le modèle sémantique de StarDT. Par-dessus, les couleurs vous donnent la capacité à être transféré dans une sémantique OpenStreetMap. Donc tout ce qui est vert est aujourd'hui disponible, peut être converti plus ou moins facilement, mais en tout cas avec un très bon recouvrement et une disponibilité sémantique dans les deux modèles. Là où il faudra plutôt s'attarder, c'est sur la partie rouge qui subsiste quand même dans pas mal d'endroits où aujourd'hui il n'existe pas d'attribut, on va dire, sur lequel il y a consensus dans OpenStreetMap pour traduire ces objets. Il y a des objets d'ailleurs qu'on ne traduira tout simplement pas, des objets de zonage, des objets qui n'ont pas vocation à être dans OpenStreetMap. Il y en a d'autres, par exemple les digues, tous les dispositifs anti-crues, etc. Ceux-là, on aurait vocation à les transférer et le modèle attributaire reste à être déterminé. Donc aujourd'hui, on voit qu'on a environ 60 à 65% du modèle qui peut être traduit et qui reste évidemment moins de 30% à retravailler, puisque certaines parties ne seront tout simplement pas importables dans OpenStreetMap. C'est pas forcément le sujet. Là où il faut mener le plus gros du travail, en fait, c'est dans le modèle Inspire sous-jacent, duquel StarDT est également tributaire, et on s'aperçoit en regardant dans les détails ce modèle Inspire que dans les valeurs les plus métiers, on ne peut pas faire une traduction avec la réalité même, ces valeurs n'ont pas de sens. C'est un très gros problème, parce qu'autant certaines valeurs, vous voyez, il y a quand même du vert, on y arrive, mais le taux de recouvrement baisse énormément, puisque notamment dans les classes Electricity Appurtenance ou Water Appurtenance, on ne peut pas traduire correctement toutes les valeurs. On mélange plusieurs critères dans le même espace de sémantique, et ce n'est pas possible de travailler. Donc il y a quelque chose à faire au niveau d'Inspire avant de venir consolider le PCRS ou StarDT avec des données OpenStreetMap. Ça va être un sujet évidemment qui n'est pas facilement traitable. Il y a beaucoup de travail, et je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on puisse y arriver un jour avec ces valeurs-là. C'est bien dommage. Mais en tout cas, certaines valeurs, celles qui sont en conversion partielle, concernent les types de matériaux, les types de fluides, qui eux ne sont pas nécessairement normalisés. Donc là, il y aura certainement je dirais pas un combat de normes, mais il y aura possiblement deux jeux de valeurs différents entre OpenStreetMap et Inspire, parce qu'on n'utilisera tout simplement pas la même valeur, la même norme pour parler d'un même matériau ou d'un même fluide, ce qui n'est pas nécessairement dommage ou gênant, parce que ces propriétés-là ne sont pas les plus intéressantes, on va dire, dans la question qui nous occupe sur StarDT ou le PCRS. Alors quels sont les axes en fait qui ont guidé cette étude sur le recouvrement? On a procédé de la manière suivante. À gauche, vous avez OpenStreetMap, à droite, vous avez les classes, les grandes familles Inspire et PCRS. J'ai cherché à établir la correspondance entre des attributs très populaires dans OpenStreetMap, les plus populaires, notamment sur les cours d'eau, sur les propriétés des réseaux électriques, des appareils sur les transformateurs, les interrupteurs, etc. Les sites télécoms également. Et en faisant la correspondance, on s'aperçoit que ce n'est pas bijectif, notamment au titre de la partie rouge que j'ai encerclée sur ce slide, concernant le mode d'usage des objets. C'est un attribut qui est utilisé de manière très transverse dans OpenStreetMap, et on peut voir qu'il se retrouve dans deux classes différentes, à la fois les classes sur les câbles électriques, et puis sur la nature du réseau. Et ça,
c'est pas très bon parce que du coup ça veut dire on peut avoir des collisions entre deux valeurs différentes dans StarDT et PCRS et se retrouver avec deux choses différentes pour la même clé dans OpenStreetMap. Et ça empêche, ça bloque aujourd'hui la traduction. On ne peut pas établir de correspondance correcte du fait de ce problème-là, et je pense qu'il faudrait opérer cette légère modification pour recentrer les classes d'usage en fait, soit dans Utility Delivery ou dans Nature Resolve Value, de sorte à rendre ça disponible pour tous les domaines et ne plus avoir de choses de ce type dans fonction câble électrique ou les propriétés des câbles, quoi qu'il en soit. Donc il faut travailler, il y a un très très léger travail pour arriver à normaliser complètement cette correspondance, de sorte à ce que voilà, on ait quelque chose de traduisible et qu'on puisse commencer à comparer en fait peut-être des données qui seraient exprimées en mode PCRS par rapport à OpenStreetMap. Le bilan de cette étude, alors il est quand même positif parce qu'une correspondance partielle existe entre OpenStreetMap et StarDT, donc on peut déjà faire des choses, on peut déjà expérimenter, avoir des premiers résultats. Il faudra néanmoins faire un effort de normalisation. Quelques petits points là, que j'évoquais sur les classes Inspire, sur la relation non bijective avec l'attribut usage d'OpenStreetMap. Il restera ça à faire de sorte à ce qu'on ait quelque chose d'encore plus exploitable. Parce que, bon, en plus, l'avantage c'est que StarDT est un standard qui vient d'apparaître. Il est encore jeune, il peut encore être modifié. On peut apporter ces modifications, donc ça restera peut-être à proposer, à discuter avec tous les acteurs pour qu'on puisse trouver une piste d'amélioration là-dessus. Il y aura des modifications sur Inspire qui seront quasiment impossibles à apporter, donc là on sera forcément obligé, je pense, de le faire, de trouver des palliatifs sans avoir à modifier les classes Inspire, puisque là ça sera beaucoup plus dur. Il ne s'agit pas d'un consensus national mais européen, et à ce niveau trop de travail reste à faire pour arriver à quelque chose là-dessus. Un autre thème plus particulier, plus technique encore, dont je voulais vous parler, puisque vous êtes des exploitants de réseau, on a pu voir que de nombreux sujets fleurissent sur l'exploitation de ces réseaux, et notamment sur les réseaux aériens qui sont vulnérables aux aléas climatiques, qui sont impactés lors des différentes tempêtes qui peuvent survenir sur le territoire, et aujourd'hui on n'en connaît pas forcément la localisation. Il faut arriver à avoir une base exhaustive de ces appuis, de sorte à les partager. Ils ne servent aujourd'hui pas qu'à l'appui des réseaux aériens en ruralité, on peut aussi mettre des réseaux télécoms, la fibre se déploie énormément là-dessus, en campagne, et donc on doit partager largement l'information là-dessus. Alors, côté OpenStreetMap, on s'est saisi du sujet, on a senti qu'il y avait un petit truc, quelque chose où on pouvait apporter de la valeur. Donc le sujet des poteaux a été naturellement adressé de manière désorganisée depuis de nombreuses années, tout simplement parce que les contributeurs, les voyant présents dans le paysage, ils se sont sentis obligés de les pointer. Et donc depuis le début du projet, on en a plus de 400 000 aujourd'hui, et des poteaux et 270 000 pylônes électriques, grâce notamment à la mise en données ouvertes des appuis de RTE. Donc ce qu'on voit, il y a plusieurs choses très intéressantes sur ces cartes que je vous montre, c'est qu'évidemment déjà il y a des zones sur lesquelles les poteaux sont beaucoup plus concentrés dans notre connaissance, les contributeurs sont beaucoup plus actifs dans certaines zones plus que d'autres. Et puis vous voyez sur le graphique ici même, on voit une différence, c'est le graphique qui montre le nombre de poteaux classés par exploitant. Et donc évidemment la partie bleu ciel, ici c'est le nombre de poteaux qui n'ont pas d'exploitant connu. Par contre pour ceux qui ont un exploitant, il s'agit d'Enedis en rouge, et en vert on voit le changement de nom. Fin 2017, il y a une grosse partie des poteaux qui ont été modifiés pour refléter le changement de nom. Donc vous voyez que c'est une problématique qui vit. La communauté arrive à produire des données et à les tenir à jour. Et ça ne demande qu'à être complété et à surtout faire baisser cette proportion de poteaux non qualifiés. À l'image de ce qui se fait sur les pylônes électriques, cette fois-ci, avec l'Open Data de RTE, on est capable d'identifier beaucoup plus facilement l'exploitant du pylône, et donc les proportions de poteaux et d'appuis non qualifiés baissent drastiquement, et ça continuera, à mon avis, jusqu'à la complétude, et il faut vraiment faire de même sur les poteaux. Sur ces poteaux, d'ailleurs, on en a près de 12 000, plus de 12 000 à mon avis aujourd'hui, d'appuis qui disposent d'indications sur le matériau. Donc on peut en plus fournir
des informations sur ces supports, et des informations qui sont extrêmement détaillées, parce que si on rentre vraiment dans les profondeurs du modèle attributaire, on s'aperçoit qu'il existe même des attributs pour venir qualifier les types de supports et les armements qui sont mis sur ces pylônes et ces poteaux. On a fait le nécessaire, il y a un gros travail qui est toujours en cours pour normaliser ces attributs. Donc on a identifié quelques situations, 4 types d'ancrage, dont 3 véritablement qui servent sur les réseaux électriques. Et quand je vous montre ces différents objets, en fait dans OpenStreetMap, les lignes électriques seraient qualifiées comme la ligne que vous voyez ici. Chaque poteau est un nœud, et sur le nœud on vient mettre un attribut qualifiant la situation. Et avec une bonne description de chacun des armements, on peut être capable de produire une représentation physique de ce qui existe. Et ça, c'est un travail qui, je crois, n'a jamais été entrepris. On n'a pas cette qualification-là dans les bases, ce qui montre bien que OpenStreetMap est capable d'apporter non seulement de l'information sur les armements, mais aussi sur la topologie même des lignes, puisque une deuxième partie du modèle qui a été normalisée prévoit des situations topologiques, les organisations de conducteurs, etc. Donc on est capable de descendre dans une précision toujours vue du terrain, qui est importante et qui aurait aujourd'hui énormément de valeur dans les missions que j'ai évoquées au début, avec le partage des appuis et la connaissance de leur capacité mécanique, de leur sensibilité au climat. Donc regardez bien ces attributs-là. Je pense que ça va largement se développer. À regarder l'utilisation des 2 clés qui ont été normalisées, elles sont déjà présentes sur les 5 continents. La communauté s'est saisie de ce terme-là et qualifie aujourd'hui les appuis un peu partout dans le monde avec ça. Au niveau local, si on regarde vraiment ce que ça peut donner sur une zone de quelques kilomètres carrés que j'ai pris là dans la banlieue de Tours, on peut s'apercevoir que nos contributeurs en fait ont à cœur d'atteindre la complétude, parce que là on a tous les appuis téléphoniques comme électriques, avec ici en bleu les lignes moyenne tension électriques, et puis en gris les lignes de distribution dans les quartiers. Vous voyez que même les raccordements des maisons, les raccordements individuels ont pu être cartographiés. On a une connaissance aujourd'hui qui peut être complètement exhaustive dans certaines zones, et pour plusieurs centaines d'appuis pour les zones les plus complétées. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder, surtout aujourd'hui quand vous êtes à la recherche de ces informations et que vous souhaitez initialiser une partie de votre SIG sur cette thématique. Pour finir cette présentation qui, j'espère, vous aura donné un panorama un peu détaillé de ce qu'on est capable de faire dans le domaine de l'infrastructure, je voulais vous livrer cette vue qui n'est pas une carte routière, qui est la vue du réseau électrique au niveau mondial qu'on a consolidé, qu'on consolide encore dans OpenStreetMap, qui est toujours en cours de complétude aujourd'hui, d'ajout de détails, de finesse partout, absolument partout, y compris dans les pays en voie de développement. C'est quelque chose que j'aime décrire en disant que ça se voit depuis la Lune. Aujourd'hui, on a véritablement un effort qui est fait sur la description de données, de choses qui ne se voient pas forcément ailleurs. Et à mon sens, c'est quelque chose qu'il faut absolument regarder, parce que sans ces plateformes et sans ces moyens-là, on n'arrivera à pas grand-chose demain avec les problématiques auxquelles on aura à faire face. Je vous remercie pour votre attention. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, à entrer en contact avec la communauté locale qui doit s'activer auprès de vous. On est en tout cas disponible pour cela, et vous avez quelques coordonnées là-dessus, et vous pouvez nous joindre sans problème. À bientôt.